Madame, Monsieur, bonjour. Heureux de vous accueillir dans ce nouveau numéro de LSA Direct, le 13e. Les cours du brut jouent au yo-yo, les réserves conventionnelles baissent et nous sommes toujours en attente des plus récentes évaluations de ce que recèle encore notre sous-sol. Des voix s'élèvent de plus en plus pour dire « regardons ailleurs ». Et cet ailleurs, ce sont aussi les énergies renouvelables. Sur ce plateau, avec nous aujourd'hui, le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables. Chemseddine Chitour, bonjour. Bonjour. Et tout de suite, cette première question. Eloued, les images ont choqué. Une fuite d'hydrocarbures dans le réseau de pipe au niveau de la localité de Bage. Vous les avez vues, ces images, Chemseddine Chitour. Que voient les yeux du ministre de la Transition énergétique? Oui, je pense que ce sont des images impressionnantes, mais il faut quand même relativiser parce que dans la réalité, évidemment, si vous regardez les informations tendancieuses, on parle de 200 000 barils, mais en fait, il y avait eu 2400 mètres cubes en tout et pour tout. Sonatrach a fait du mieux qu'elle a pu, et en l'espace de 48 heures, le problème a été réglé. Ceci étant dit, il y a quand même un sérieux problème, à savoir celui, en quelque sorte, du suivi permanent, parce qu'un oléoduc, ça vit. Et donc, il faut le suivre. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Donc, des contrôles systématiques et continus. Cela a fait, en quelque sorte, il y a quelque part une défaillance, il y a une enquête qui est en train de se faire. Mais je veux dire par là, c'est un artefact, ce n'est pas quelque chose de structurel, ça arrive dans tous les pays du monde, on connaît ce genre d'incident. Mais d'une certaine façon, on essaie de les éviter. Mais la probabilité qu'il y ait comme un incident n'est pas nulle. Ça remet quand même, j'allais dire, au centre du village, la nécessité du débat autour des énergies propres. Mais écoutez, le problème des énergies propres est un problème, j'allais dire, d'une certaine façon, il n'est pas conjoncturel, il est structurel. Cela veut dire que nous n'avons pas le choix. Nous devons aller à marche forcée vers les économies d'énergie, vers les énergies renouvelables. Mais il ne faut pas se le cacher, nous vivons au-dessus de nos moyens. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour les Algériens et les Algériennes, jusqu'à présent en tout cas, l'Algérie, l'énergie, l'eau ne sont pas en quelque sorte des contraintes majeures. Il y a la disponibilité, il y avait le discours qui disait qu'il y a l'abondance et que ça tendrait vers l'infini. Les ressources sont finies. Cela veut dire qu'on peut, d'une certaine façon, les dater. Nous avons, il faut être honnête, nous avons pour une vingtaine d'années encore à ce rythme de consommation. Mais pire encore, c'est que la population croît d'une façon, j'allais dire, un peu plus forte que la normale. Nous aurons à peu près 1 million de naissances par an. Et à ce rythme, nous serons 55 millions d'habitants en 2030. Quel type d'Algérie nous allons laisser à ces 55 millions d'habitants si maintenant nous avons cette fenêtre d'opportunité de 10 ans, on ne fait pas le coup de rein salvateur qui nous permette de sortir de l'ébriété énergétique actuelle pour aller vers la sobriété énergétique. Mais là, vous datez, et je reconnais le polytechnicien, vous aimez donner aussi des chiffres précis. Le 13 août dernier, vous avez révélé un chiffre qui donne froid dans le dos. Je vous cite, le secteur de l'habitat, celui du tertiaire et les transports représentent à eux seuls 80% de l'énergie totale consommée. Au-delà du constat terrible, comment on sort de ça? Ben écoutez, je crois que nous avons 60 ans d'habitude. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut renverser la table. Il y a toute une pédagogie à expliquer de quoi il s'agit, que nous ne pouvons pas nous permettre. Je disais tout à l'heure, nous vivons au-dessus de nos moyens. Vous prenez nos logements, il n'a jamais été dans le logiciel de ceux qui construisent qu'il y a quand même des économies d'énergie à faire. Un logement en Algérie, c'est à peu près l'équivalent de 200 kWh par mètre carré et par an. Dans les pays qui se respectent, en Europe, aux États-Unis, c'est autour de 50. Donc, toute proportion N'ayons peut-être pas peur des mots, c'est des logements passoires. C'est le mot. C'est-à-dire qu'en fait, nous essayons de réchauffer en vain l'atmosphère. Ça ne sert à rien. Bon. Mais plus grave encore, il n'y a pas les gestes éco-citoyens.
On raconte toujours la blague avec, quand on rentre chez quelqu'un, il fait chaud alors que le chauffage est allumé. Il ne pense pas à éteindre le paradoxe. C'est le paradoxe, à savoir. Et là, c'est toute une mentalité, il y a une pédagogie. Il faut revenir à la classe, former les concitoyens de demain. Mais là, je crois que c'est un combat où nous devons être sur tous les fronts. Expliquer qu'il ne faut pas gaspiller, et plus grave encore, dire attention. Il arrivera un moment, en 2028, monsieur le ministre de l'Énergie en a parlé, il faudra savoir, est-ce que nous allons exporter ou consommer? Nous ne pourrons pas faire les deux. Il y a donc cette fenêtre d'opportunité où nous devons faire beaucoup de choses. Le plus grand gisement de l'Algérie, c'est celui des économies d'énergie, 10 à 15%. Bon, et vous êtes en train de poser les premiers jalons de cette politique. Ce que nous essayons de faire humblement et d'une façon tout à fait honnête, c'est de dire, écoutez, commençons d'abord par mettre de l'ordre. Il y a 10% que l'on peut économiser. Donc le premier objectif, 10% d'économie d'énergie, nous consommons 60 millions de tonnes, 10% ça fait 6 millions de tonnes, ça fait 45 millions de barils, à 40 $ le baril, c'est 1,8 milliard de dollars. Économisons cela. Ça ne va pas être facile, parce que d'où viennent ces 80% dont vous parlez? Ça vient évidemment de l'habitat, je disais tout à l'heure, et vous le dites aussi, nos habitations sont des passoires. Il faut donc revoir les problèmes de double vitrage. Il faut revoir aussi le problème de l'isolation. Là, on parle carrément de normes de construction qui seraient quasiment nouvelles. Les normes existent. Notre grand problème, c'est qu'il n'y a pas d'application et il n'y a pas de contrainte. Elle est là, bon. Quand on discute avec les gens, il y a un surcoût. Mais on n'a jamais fait le calcul du surcoût énergétique par la suite. Par rapport à ce qu'on pourrait gagner en n'ayant pas ces déperditions. C'est ce que nous voulons faire, par exemple, avec le CIRGAZ. On dit, voilà ce que vous allez gagner. L'État va vous donner 50% de la mise en place du kit de CIRGAZ. Et il va se faire rembourser par l'essence que vous n'allez pas consommer. Entre autres idées, par exemple, on peut donc sortir sur la durée de cette spirale énergivore avec cette idée, par exemple, je la saisis au vol, des chauffe-bains solaires. C'est l'une de vos trouvailles. Je crois que vous ambitionnez d'installer dans nos foyers 100 000 chauffe-bains solaires d'ici l'année prochaine, c'est bien ça? En 2021. En 2021, donc 100 000 chauffe-eau solaires. Si vous voulez, j'ai peur de tomber dans le travers des effets d'annonce. Quand on fait une annonce de ce type, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de paramètres qui interviennent. Moi, elle m'a fait réagir. Je suis tombé dessus à bras raccourcis. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Je veux dire par là que 100 000 chauffe-eau solaires, je suis allé voir monsieur le ministre de l'Habitat. Ali, ça va te faire un surcoût. Écoutez, on va le négocier ensemble avec les finances. Et on va leur expliquer que quand on met un chauffe-eau solaire, voilà ce qu'on va gagner en énergie. On va faire le coût. Donc ce n'est pas un gadget. Ce n'est pas un gadget. Le prototype existe. Sonatrach a fabriqué il y a 10-15 ans 700 chauffe-eau solaires. Nous allons les récupérer. Nous allons les revitaliser. Nous allons les homologuer. Et nous allons les offrir aux écoles, aux hôpitaux, pour montrer la faisabilité. Ce serait à titre pilote? Pour le moment. Mais il faut une industrie. Pour pouvoir faire une industrie, ce n'est pas le but de la transition. La transition énergétique, elle fait faire. Elle ne fait pas. Elle fait faire. Elle dit, voilà, il y a une niche ici, il y a une niche là. Donc la politique de transport, je termine là-dessus. Notre grand problème, c'est que nous avons un système de transport que nous avons hérité de la France. 70% diesel, 30% essence. Alors qu'en France, ils sont revenus. Et surtout, parc vieillissant, donc qu'il soit en diesel ou en essence, de toutes les manières, il est polluant. Non seulement il est polluant, mais il consomme plus. Ouais. Et surtout, il y avait une politique débridée qui fait qu'on importait n'importe quoi. En termes de consommation, en France, la norme, c'est 5 litres au 100. Chez nous, la moyenne, c'est 7 litres au 100. C'est-à-dire qu'il y a au moins 25% pour le même parcours d'énergie consommée en plus. Alors, l'une des choses que j'ai faites avec M. le ministre de l'Industrie, attention, dans ton nouveau cahier de charge, tu mets cette indication. Deuxièmement, tu dis que le diesel est polluant et que c'est un problème de santé publique. Que là, nous allons nous rattraper sur les taxes. OK. Mais en tout état de cause, il faut
voir toutes les possibilités qui nous permettent de sortir de l'essence et qui nous permettent de sortir du diesel. Notamment, parce que le parc, j'ai dit 70-30, mais il faut savoir aussi que 80% du parc est dieselisé. Pourquoi? Parce que le coût du litre de diesel, il est infime. Et le différentiel avec le Sirgaz n'est pas important. Il lui fallu faire un différentiel important de telle façon à ce que le citoyen se déporte vers le Sirgaz. Est-ce que le Sirgaz a été bien vendu au départ? Les gens parlent d'un mauvais emballage, de cette invention, de ce moyen-là de carburant. Encore une fois, dans les pays qui se respectent, le Sirgaz était en Allemagne, par exemple, il est bien introduit un peu partout. Mais évidemment, il y a des lobbies là-bas. Il y a des logiques sectorielles, des logiques différentes. Il ne présente aucun danger. On m'a parlé du circulaire qui interdit aux voitures gagnantes de Sirgaz d'entrer dans des parkings ou quelque chose comme ça. Certains édifices. Ça, c'était pendant la période noire, la décennie noire. Mais il n'y a aucun texte, je vous dis, il n'y a pas de texte. Mais il faut dire aussi honnêtement qu'il y avait un déficit pédagogique. Quand vous avez nos propres vendeurs de carbone, Artec. Ouais. Ça veut dire quoi, Artec? Il ne sait pas que derrière, il est en train de compromettre l'avenir des générations futures en misant sur une ressource qui va disparaître. Et compromettre aussi son activité par ricochet. Oui. Le mixte énergétique, on est en plein dedans finalement. Expliquez pour le nul que je suis en quelques mots, s'il vous plaît. Vous allez être un maître dans la... S'il vous plaît. Voilà de quoi il s'agit. Donc je termine par, si vous permettez. Oui, non, je vous en prie. Le troisième, donc le diesel fuel, c'est quoi? On explique que le diesel, on peut lui injecter aussi du Sirgaz à 30 à 40%, donc on consommera moins de diesel. Et là, ça nous permet d'épargner et de ne pas importer. Actuellement, cette année, nous allons importer pour 1,5 million de tonnes. C'est quand même beaucoup. Le président a décidé, 2021, d'abord au Sencom, on n'importera plus. Donc il y a toute une acrobatie. Vous pouvez, s'il vous plaît, parce que là c'est important. 2021, plus d'importation. Voilà. Je ne sais pas, mais nous allons faire tous les efforts qu'il faut pour montrer que c'est jouable. Donc c'est pour ça qu'on fait du GPL, on fait du diesel fuel, on fait même du GNC. C'est des chantiers d'annonces. En fait, actuellement c'est des annonces, mais dans quelques mois vous allez voir les fruits. C'est-à-dire que je suis allé la semaine dernière à la station de Louiba, la seule station que nous avons, qu'on va remettre en route. Mais on va commencer par les flottes captives, les TUSA, la SNVI, les grosses sociétés de camions, etc. Et graduellement, nous arriverons donc aux citoyens lambda. Le quatrième point sur lequel je termine avec le transport, c'est la locomotion électrique. C'est une révolution. En quelque sorte, c'est un train à prendre. On ne doit pas la rater. Parce que de par le monde, le pétrole a vécu. Il vit ces derniers soubresauts. Il ne faut pas qu'on soit toujours les derniers à prendre le train. Il y a une révolution dans le monde, c'est la révolution électrique verte. Et dans la révolution électrique verte, il y a la locomotion électrique. C'est pour ça que dans l'appel d'offres de cette année pour l'achat de véhicules, on a la locomotion électrique, véhicule électrique. Elle est à l'intérieur. Oui, véhicule électrique. Peut-être qu'il y aura quelques-uns, c'est pas important. Nous avons même prévu de ramener quelques bornes électriques pour montrer la faisabilité. Je pensais à cela, Monsieur Chitour, je pensais à, effectivement, ça part d'une bonne intention, mais la locomotion électrique, c'est d'abord un circuit d'alimentation. C'est clair, mais j'apporte à votre connaissance quand même que vous pouvez charger votre voiture à la maison avec une prise classique, sauf que ça va durer plus longtemps. Et sauf que quand on habite en cité, je vois mal les fils pendouillés du parking. Non, tout à fait en bas, vous pouvez mettre des prises, simplement. Enfin, il y a de l'imagination. Quand on veut y faire, voilà, il y a possibilité. Il y a ce que vous appelez les niches. Voilà, les niches possibles. Et donc, cette voiture, nous pensons, Inch'Allah, si Dieu nous prête vie, ramener quelques voitures électriques, les faire circuler. Peut-être même que le ministre va être en voiture pour montrer que c'est un tournant majeur. Quelle que soit la santé financière du pays, il faut prendre ce tournant et ne pas rater la révolution de la locomotion électrique. Que partout dans le monde, à partir de 2030, les carburants classiques n'auront plus cours.
Et donc les voitures n'auront plus cours. Je repose alors ma question sur l'explication autour du mix énergétique. Je l'affine un peu. Donc, parce que là, vous avez déjà parlé d'une sorte de mix énergétique entre ressources fossiles et renouvelables. Mais qu'en est-il du mix énergétique au sein même du renouvelable? Qu'est-ce qui est le mieux pour nous, par exemple? Alors, je cite pêle-mêle le solaire, l'hydraulique, l'éolien. J'hésite un peu à parler de la biomasse et de la géothermie. Que préconisez-vous, Shemseddine Chittour? Et surtout, c'est quoi le moins coûteux pour nous? D'accord. Si vous permettez, j'ai eu l'opportunité à une certaine époque de ma vie d'être enseignant en France, à Toulouse. On travaillait sur ce qu'on appelle les modèles énergétiques. Donc on fait des projections. Nous sommes en 2020, nous voulons aller à 2030. Donc nous allons nous projeter. Quelle sera l'Algérie de 2030? Elle n'est pas seule, l'Algérie 2030, il y a un environnement. Donc c'est une contrainte qu'il faut prendre en charge. Il y a l'environnement lui-même, le climat. Il y a le Covid. Le monde de 2030 sera-t-il un monde du Covid? On verra. Il faut donc faire un état des lieux. Voilà où nous sommes et voilà où nous voulons aller. Dans cet état, quelles sont nos ressources? Il y a des ressources fossiles, limitées dans le temps. Si on continue comme ça ne va pas marcher. On va droit dans le mur. Nous avons des ressources renouvelables. Nous avons l'un des plus grands gisements de renouvelables du monde. Je parle du solaire. Près de 3000 kWh par mètre carré et par an. Sachant bien qu'un Algérien consomme environ 1500 kWh par mètre carré et par an. Ce qui veut dire qu'un mètre carré de soleil au sud peut nourrir, énergétiquement parlant, 2 personnes. Donc le modèle énergétique, c'est en fait un bouquet énergétique. Vous avez du fossile. Dans le fossile, vous avez un peu de pétrole, un peu de gaz naturel, peut-être du gaz de schiste, le moment venu. Je vais vous poser tout de suite après une question dessus. Oui, bon, d'accord. Ensuite, vous avez un peu de charbon. Nous sommes en train de faire l'inventaire. Donc, dans beaucoup de pays dans le monde, puisque vous dites que l'Algérie n'est pas isolée du reste du monde, l'énergie charbon, les gens s'en délestent un peu. Attendez, oui, mais nous, c'est une ressource. Le problème, quel est le problème du charbon? C'est qu'il dégage du CO2. On dit qu'il dégage beaucoup de CO2. Oui, mais si vous trouvez une méthode de séquestration du CO2, c'est une ressource. Même chose pour le nucléaire. Mais il ne faut pas tirer des plans sur la comète. Nous sommes limités, mais il faut quand même avoir un pied dans le nucléaire. Ça, c'est le modèle qui va nous le donner. Donc nous avons un programme, il y a des données d'entrée, et on se projette sur le futur. Maintenant, votre question, dans les énergies renouvelables, si j'ai bien compris, quelles sont les priorités de priorité? Celle qui nous irait comme un gant ou dans laquelle on ne serait pas à l'étroit financièrement. Ah, financièrement, c'est un autre débat. Par contre, je vous dis, si on fait dans le solaire, pour vous donner une idée, le kilowattheure solaire actuel est moins cher que le kilowattheure thermique. Ça veut dire que c'est très peu dit. Ce que vous venez de dire est très peu dit au grand public. Il faut le dire. Eh bien, redites-le. Le kilowattheure solaire est moins cher que le kilowattheure thermique. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que ce serait dommage de continuer à brûler du gaz naturel alors que l'on peut faire autrement et laisser un viatique aux générations futures. Mais ce n'est pas évident de le faire. Alors qu'est-ce que nous avons dans nos poches? Nous avons 340 MW actuellement de solaire. Nous avons 10 MW d'éolien. Bien. Les modèles que nous sommes en train de mettre en place disent qu'il faut au minimum avoir 10 à 12 000 MW renouvelables en 2030. Donc c'est une cadence d'environ 1000 MW par an. Les 12 000 MW vont nous permettre de gagner bon an, mal an. Si c'est 12 000 dans une année, 12 000 MW, ça vous fait 18 milliards de mètres cubes de gains. Et l'idée de M. le Président, c'est de dire, écoutez, vous n'avez pas d'argent, vous allez payer ce plan solaire avec le gaz naturel que vous n'avez pas consommé. Donc, d'une certaine façon, l'Algérie ne va pas débourser. C'est un système de vase communicant. Voilà. Si je continue comme ça, je vais dépenser du gaz naturel. Je ne vais pas le dépenser en allant rapidement vers le solaire. Je vais construire du solaire et celui qui me construit, je le paye avec le gaz naturel que je n'aurais pas utilisé. Évidemment, ce n'est pas suffisant. Il faut chercher des financements. Et c'est tout ça que nous essayons d'imaginer pour essayer de trouver des partenaires
capables d'accepter ce type de formule. Il y a des formules de ce type-là. En tout cas, nous sommes condamnés à réussir. Nous n'avons pas le choix. Et, il faut bien le dire, cela arrive à une conjoncture où nous avons moins de moyens financiers. Pendant 20 ans et 1000 milliards de dollars, nous n'avons pas fait grand-chose. Nous avons fait du social. Il est ce qu'il est. 1000 milliards de dollars en moins, c'est plus difficile de faire ce qu'on aurait souhaité faire. Le plan solaire, si on veut le réussir et laisser un viatique aux générations futures, avec mes élèves à Polytechnique depuis un quart de siècle, on fait des modèles. Tous les 16 avril de chaque année, je fais une journée sur l'énergie, je l'appelle Yom al-Ilm. Mais le vrai ilm, c'est-à-dire que l'élève apporte quelque chose. Loin du folklorique. Loin du folklorisme. Et les modèles montrent que si on veut laisser la moitié de ce qui existe, il faut faire un modèle à 50% renouvelable. Cela veut dire tant de centrales solaires, tant de centrales éoliennes, tant de géothermie, etc., etc. Alors, pour la petite histoire, il faut que les gens sachent que nous avons 280 sources d'énergie géothermique et on n'en fait rien. C'est dormant. C'est dormant. Vous avez effleuré la question qui vient tout à l'heure. Je vous avais promis d'y revenir, et bien j'y reviens. Vous en êtes où avec le gaz de schiste? Sur cette question, à moi, vous avez un peu donné le tournis à un moment donné, à d'autres aussi, je suppose. Bon, finalement, Chitour, converti aujourd'hui à la religion du schiste? Oui, mais... Ce qui m'intéresse, c'est le mais. Attendez, le mais proprement dit, je crois qu'il faut être honnête. Nous avons un Sahara, 2 millions de kilomètres carrés. Nous avons une nappe phréatique, 45 000 milliards, 45 000 milliards de mètres cubes d'eau douce. Nous avons une faune, nous avons une flore, nous avons des gens qui sont là depuis la nuit des temps. Du jour au lendemain, après leur avoir fait subir les terrestres gerboises multicolores de la France, qui en a fait un terrain d'expérimentation, après avoir fait comment ça s'appelle, les essais bactériologiques, le Sahara a été un peu abîmé, il faut bien le dire. Et nous voulons encore l'abîmer par une technologie qui n'est pas mature au moment où je vous parle. Nous sommes des scientifiques, nous suivons tous les jours ce qui se passe. Pour me résumer, pour faire un forage, il faut environ, au début c'était 2000 produits chimiques. Maintenant ils en sont arrivés à une cinquantaine. Mais tous aussi dangereux les uns que les autres. Un forage demande 15 000 mètres cubes d'eau douce. Pas d'eau salée, d'eau douce. Pourquoi? Si c'est de l'eau salée, ça va vous bousiller les canalisations. Bien, vous imaginez le nombre de camions qui font chacun 10 mètres pour pouvoir... Bon. Et cette eau-là, il faut la récupérer ensuite. Il faut faire ensuite des bassins de sédimentation. Faire en sorte qu'on récupère les produits dangereux. Laisser évaporer. Nous n'avons pas la technologie. Mieux encore, nous avons fait des essais, il faut bien le dire. Halliburton est venu. Ils ont fait des essais. Bon, ils ont montré que le périmètre était de l'équivalent 27 000 milliards de mètres cubes. Et moi, je me méfie de ces chiffres. Et des effets d'annonce. Ils vous disent 27 000 milliards aujourd'hui, ils peuvent vous dire 0 milliard le lendemain. Comme c'est eux qui ont fait les études. C'est possible. Mais le fait est là, la technologie n'est pas mature. Et si elle n'est pas mature, ce serait très risqué. Et je comprends les gens d'Ain Salah qui se sont en quelque sorte. Et personnellement, l'histoire jugera que j'ai été contre. Et je le suis toujours, tout en surveillant, comme du lait sur le feu. Et mieux encore, j'ai demandé au collègue Sonatrach de former des universitaires, des ingénieurs, et de faire la veille technologique. Envoyer des gens se former. Parce qu'à un moment ou à un autre, on trouvera la solution, mais pas maintenant. En l'état actuel, elle présente, même s'ils sont passés à 5 ans, produits dangereux, c'est toujours dangereux. C'est dangereux, voilà. Desertec,
Desertec, un méga projet avec les Allemands pour une électricité verte dans les déserts d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Je voulais l'intituler. C'était un stade avancé. Sonelgaz avait même entamé les concertations avec la partie allemande sur les futures centrales solaires. On avait évoqué à ce moment-là des mémorandums communs sur les aspects opérationnels et même juridiques. Et puis là, patatras, votre collègue de l'énergie, Abdelmejid Attar, que nous avons reçu à votre place, annonce que c'est fini. Que s'est-il passé? Enfin, honnêtement, je vais vous le dire en toute honnêteté, je ne sais pas. Pourquoi je ne sais pas? C'est pas que je ne connaisse pas Desertec. Non, je ne vous ferai pas cette offense. Non, pas que. Parce que vous savez, moi, je pars du principe qu'il faut respecter ceux qui ont le savoir. Je ne me permettrai pas de dire que Desertec, ça ne vaut rien. Par contre, je peux avoir un jugement de valeur sur ce que peut apporter Desertec à l'Algérie. Mais pas la compétence intrinsèque Desertec, qui est indiscutable. De mon point de vue, ce que je crois savoir, c'est que Desertec avait l'ambition de produire de l'électricité pour l'Europe. C'est-à-dire en faire, en quelque sorte, le Sahara ravitaillerait l'Europe. Et on connaît tous l'histoire du carré de 100 km² pour toute l'Europe, 250 km² pour la planète. 250 km sur 250 km, c'est rien pour le Sahara. Cela veut dire que c'est une pile électrique, souvenez-vous de ça. Le Sahara, c'est une pile électrique si on sait y faire. Le problème, c'est que les premières évaluations avaient parlé de 400 milliards de dollars. Bien, il semble que Desertec initial, historique, canal historique, j'allais dire, a changé de statut. Maintenant, elle fait en quelque sorte une sorte de, me semble-t-il, si je ne me trompe pas, c'est une sorte de bureau-conseil, de bureau d'études conseil, qui conseille un certain nombre de pays sur les stratégies à prendre. Je ne les ai pas reçus. Je crois savoir que M. le ministre Attar ne les a pas reçus. Et pour nous, je pense qu'il faut, de mon point de vue en tout cas, peut-être qu'on va y revenir, mais il faut que nous, me semble-t-il, on ait une vision. Et la vision, c'est le modèle énergétique qui va nous donner. Il faut que dans les 6 mois qui viennent, on puisse avoir cette perspective. On dit voilà où on veut aller. Et là, dans ces conditions, ça ne veut pas dire qu'on attend le modèle. On va commencer déjà. Nous avons à peu près 150 mégawatts qu'on va lancer rapidement. Et au fur et à mesure qu'on arrive, parce que ce modèle-là, c'est un modèle que tout le monde doit accepter. Et ce qui est plus important par-dessus tout, c'est qu'il faut que le citoyen comprenne qu'il y a une mutation à la fois énergétique, sociologique, économique qui arrive et que les anciens schémas n'ont plus cours. La rente de papa n'aura plus cours, il faut le savoir, et que ce qui nous reste comme sous, il faut l'utiliser à bon escient. Nous, les journalistes, on a la réputation de faire des misères aux mouches. Et je ne vais pas faillir à cette réputation. La fin de Desertec, c'est votre collègue de l'énergie qui l'annonce. Moi, je suis quelqu'un de procédurier. Pourquoi? Desertec, c'est un projet sur les énergies renouvelables. Moi, je me serais attendu à ce que le ministre de l'énergie renouvelable dise voilà pourquoi on arrête ou on marque une pause sur Desertec. À ma grande honte, je ne sais pas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire dans cette affaire-là. Et honnêtement, je ne suis pas, j'allais dire, dans le secret des dieux. Il y a peut-être des secrets et il y a peut-être des dieux. Des dieux. Voilà. Ou peut-être ni secret ni dieu. Nous arrivons à la fin de cette émission. Ma toute dernière question. Le problème, et vous le savez mieux que quiconque pour avoir fait 2 ministères en très peu de temps, c'est la pérennité. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui que vos chantiers dans le renouvelable ne seront pas abandonnés si vous êtes appelé à d'autres missions ou si vous êtes tout simplement appelé à rentrer à la maison? Je repose la question autrement. Pourquoi pas une loi pérenne sur les énergies renouvelables comme la loi sur les hydrocarbures, une sorte de texte de souveraineté qui survivrait aux ministres et au remaniement? Eh bien, vous parlez d'or. Nous sommes en train de l'élaborer et elle va être articulée sur le modèle énergétique. Elle va en quelque sorte être adossée au modèle énergétique qui va tracer une perspective. Et là, peu importe celui qui est en première ligne, à partir du moment où les gouvernants
et les gouvernements qui vont se succéder vont respecter cette feuille de route obligatoire parce qu'il s'agit de l'avenir de l'Algérie. Les gens ne comprennent pas assez que l'ère que nous avons connue est derrière nous. Nous allons vers une situation de plus en plus difficile. Le monde est dangereux. Et si on ne peut sortir que par l'intelligence, par le savoir, et surtout, il faut être unis, en tout cas sur les grands dossiers qui en quelque sorte, indiquent la pérennité du pays. Sinon, nous sommes un pays, vous savez, nous sommes très fragiles, les gens ne croient pas. Il y a eu des légitimités auparavant. Maintenant, il nous faut aller vers d'autres légitimités, celle du savoir, celle de la compétence, celle de l'effort, et faire en sorte qu'on puisse pouvoir, honnêtement, chacun à son niveau, faire ce qu'on doit faire, parce qu'il s'agit de l'Algérie millénaire. Et si on veut donner une chance à ce pays dans le futur concert des nations, nous ne perdons pas de temps. Nous avons perdu 20 ans. Nous avons raté notre entrée dans le 21e siècle. Il y a donc un sursaut, un surcroît d'efforts qu'il faut faire, Inch'Allah, pour laisser une Algérie en ordre de marche. Eh bien, nous terminerons sur ces mots pleins d'espoir. Chemseddine Chitour, merci de nous avoir accompagnés sur ce 13e numéro de LSA Direct. Un chiffre 13 qui vous portera bonheur, je l'espère. Je rappelle que vous êtes ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables. Et que dit-on à un ministre qui occupe un tel poste? On lui dit bon vent, ceci pour l'éolien. Et on lui dit aussi un avenir radieux au secteur, ceci pour le solaire. Quant à vous, amis téléspectatrices et amis téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Merci d'être fidèles à LSA Direct, l'émission d'actualité du soir d'Algérie. Je rappelle notre rendez-vous la semaine prochaine. Notez bien, tous les dimanches LSA Direct et c'est à 10 h. Et si c'est avec les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale, ça sera encore mieux.